Si tu penses que le lion est simplement ce signe charismatique et confiant qui aime être au centre de l'attention, tu ne vois que la surface de quelque chose de si étrange et psychologiquement fragile que ça défie toute compréhension normale de ce que signifie être humain. Le lion opère depuis une dimension de réalité où son existence entière dépend du regard et de l'admiration des autres, où chaque moment est une performance élaborée destinée à prouver sa valeur, où l'ego n'est pas simplement important, mais littéralement la seule chose qui le maintient en vie. C'est le signe qui peut s'effondrer complètement si tu ne le complimentes pas pendant quelques jours, qui construit une façade si grandiose et brillante que même lui finit par oublier qu'il n'y a rien de solide derrière. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi le lion est probablement le signe le plus mal compris et dangereusement narcissique de tout le zodiaque. Et je te préviens, une fois que tu comprendras sa vraie nature, tu ne pourras plus jamais voir un lion comme cette personne simplement confiante et généreuse que tu croyais connaître. La vérité, c'est que le lion n'a pas de sens de soi interne stable comme les autres signes. Sa conscience fonctionne comme un miroir vide qui ne peut refléter une identité que lorsqu'il reçoit constamment l'admiration et la validation externe. Son système nerveux est littéralement câblé pour nécessiter l'attention comme une drogue, sans laquelle il commence à ressentir une anxiété existentielle paralysante. Pendant que d'autres signes peuvent exister tranquillement sans audience, le lion s'éteint littéralement quand personne ne le regarde, comme un acteur sans public qui cesse d'exister quand le rideau tombe. Si tu aimes ce que tu découvres, mets un like à cette vidéo et abonne-toi pour ne pas manquer les secrets des autres signes. Maintenant, oui, prépare-toi parce que ça va complètement changer ce que tu croyais savoir sur le lion. Le lion possède un besoin d'admiration si intense et constant qu'il structure littéralement toute son existence autour de l'obtenir. Ce n'est pas simple désir d'être apprécié ou reconnu, c'est dépendance pathologique où chaque interaction, chaque décision, chaque aspect de sa vie est calculé pour maximiser la quantité d'attention et d'admiration qu'il reçoit. Sans ce flux constant de validation externe, il commence à se désintégrer psychologiquement. Cette addiction à l'admiration signifie qu'il ne peut jamais vraiment se détendre ou être authentique. Chaque moment est une performance soigneusement chorégraphiée destinée à impressionner. Même dans l'intimité supposée, il est toujours conscient de comment il apparaît, toujours en train d'ajuster sa présentation pour maximiser l'impact. Il n'y a jamais de moment off, jamais de pause dans cette performance épuisante. Ce qui rend cette dépendance encore plus destructrice, c'est qu'aucune quantité d'admiration n'est jamais suffisante. Tu peux le complimenter 100 fois par jour, et il aura toujours besoin de plus, parce que chaque compliment est comme une dose de drogue qui procure un soulagement temporaire, mais ne guérit jamais le manque profond. Cette faim insatiable transforme toutes ses relations en transactions où les autres existent uniquement pour fournir le carburant narcissique dont il a besoin. Le plus inquiétant, c'est qu'il développe une capacité sophistiquée à manipuler les situations pour garantir qu'il reste au centre de l'attention. Si une conversation ne tourne pas autour de lui, il trouvera un moyen de la rediriger. Si quelqu'un d'autre reçoit de l'attention, il interviendra pour la récupérer. Cette manipulation est souvent si subtile que les gens ne réalisent pas qu'ils sont constamment en train de servir l'ego du lion. Leur générosité légendaire n'est pas altruisme authentique, mais investissement stratégique dans leur propre image grandiose. Quand le lion donne, ce n'est jamais discret ou humble. C'est toujours une performance publique destinée à générer de l'admiration et de la gratitude. Chaque acte de générosité est soigneusement calculé pour le retour sur investissement en termes de reconnaissance et de louange. Cette générosité performative signifie qu'ils donnent uniquement quand il y a une audience pour témoigner de leur magnanimité. En privé, sans personne pour observer et applaudir, leur générosité disparaît complètement. Ils ne sont pas réellement généreux. Ils sont des acteurs jouant le rôle de la personne généreuse parce que ce rôle génère l'admiration qu'ils désirent désespérément.
Ce qui rend cette dynamique particulièrement toxique, c'est qu'ils s'attendent à une gratitude et une loyauté éternelle pour chaque cadeau ou faveur. Ils gardent un compte mental de tout ce qu'ils ont donné et utilisent ces dons comme levier émotionnel plus tard. Leur générosité vient toujours avec des conditions non exprimées et des attentes de réciprocité disproportionnées. Le paradoxe, c'est que malgré cette apparence de générosité extravagante, ils sont profondément égoïstes dans tout ce qui compte vraiment. Ils peuvent dépenser des sommes énormes pour des cadeaux ostentatoires, mais refuser de donner leur temps, leur attention émotionnelle réelle ou leur soutien dans les moments difficiles qui ne leur procurent pas de reconnaissance publique. Leur incapacité à tolérer la critique est si extrême qu'elle frise le pathologique. La moindre suggestion que quelque chose n'est pas parfait chez eux déclenche une rage narcissique massive ou un effondrement émotionnel complet. Ils ne peuvent pas distinguer entre critique constructive et attaque personnelle parce que leur ego est si fragile que tout commentaire négatif menace leur structure psychologique entière. Cette hypersensibilité à la critique signifie qu'ils vivent dans des bulles d'illusions soigneusement construites où ils s'entourent uniquement de gens qui les flattent constamment et ne remettent jamais rien en question. Ils éliminent impitoyablement de leur vie quiconque ose pointer leurs défauts ou leurs erreurs, préférant l'isolement dans l'illusion à la connexion authentique qui impliquerait de reconnaître leur imperfection. Ce qui aggrave cette dynamique, c'est qu'ils interprètent toute forme de désaccord ou de perspective différente comme attaque personnelle. Tu ne peux pas simplement avoir une opinion différente. Si tu n'es pas d'accord avec eux, tu es contre eux. Cette pensée en noir et blanc transforme toutes les relations en alliances où tu es soit leur admirateur loyal, soit leur ennemi. Leur incapacité à accepter la responsabilité pour leurs erreurs est vraiment stupéfiante. Quand quelque chose va mal, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, des circonstances, de la malchance, jamais la leur. Ils réécrivent l'histoire de façon créative pour toujours émerger comme le héros ou la victime, jamais comme la personne qui a fait des erreurs. Cette révision constante de la réalité les empêche complètement de grandir ou d'apprendre. Leur arrogance n'est pas confiance authentique, mais compensation désespérée pour une insécurité profonde et paralysante. Derrière cette façade de supériorité grandiose se cache une terreur constante d'être exposé comme ordinaire, inadéquat ou pire, insignifiant. Chaque affirmation bruyante de leur supériorité est cri désespéré, essayant de convaincre eux-mêmes autant que les autres. Cette surcompensation crée une dynamique où plus ils se sentent insécures intérieurement, plus ils deviennent arrogants et insupportables extérieurement. Leur grandiose augmente proportionnellement à leur anxiété, créant une spirale où ils doivent constamment élever leurs prétentions pour masquer leur peur croissante d'être vus comme ils sont vraiment. Ce qui rend cette arrogance particulièrement pénible, c'est qu'elle est combinée avec une ignorance stupéfiante de leurs propres limitations. Ils croient sincèrement qu'ils sont exceptionnels dans tout, même dans des domaines où ils n'ont aucune compétence ou expérience. Cette confiance non fondée les pousse à prendre des décisions terribles et à donner des conseils catastrophiques avec une assurance totale. Leur besoin de dominer chaque situation et chaque relation crée des dynamiques où personne d'autre ne peut briller. Ils doivent toujours être les plus drôles, les plus intelligents, les plus accomplis dans n'importe quel groupe. Si quelqu'un d'autre commence à recevoir trop d'attention ou de reconnaissance, ils saboteront cette personne ouvertement ou subtilement pour restaurer leur position au sommet. Le plus destructeur, c'est qu'ils ne peuvent pas célébrer sincèrement les succès des autres. Quand quelqu'un proche d'eux réussit, ils ressentent une jalousie consumante qu'ils masquent derrière des félicitations creuses. Intérieurement, le succès des autres est perçu comme menace directe à leur propre statut spécial, créant un ressentiment qu'ils ne peuvent jamais avouer. Leur loyauté tant vantée n'existe que tant que tu continues à les adorer et à les placer sur un piédestal. La seconde où tu cesses de les traiter comme royauté, où tu oses les traiter comme égales ou pire, où tu leur accordes moins d'attention, leur loyauté disparaît instantanément. Ils peuvent abandonner des amitiés de décennies si leur ego n'est plus suffisamment nourri.
Cette loyauté conditionnelle révèle que leurs relations ne sont jamais vraiment sur les autres personnes. Elles sont toujours sur eux-mêmes et sur ce qu'ils peuvent obtenir. Les gens dans leur vie ne sont pas des individus avec leurs propres besoins et réalités. Ce sont des accessoires dans le spectacle grandiose de leur vie, des figurants dont le rôle est uniquement de les faire briller plus. Ce qui est tragique, c'est qu'ils peuvent avoir des centaines de relations superficielles où tout le monde les adore, mais ils n'ont jamais de connexions authentiques profondes. Personne ne les connaît vraiment parce qu'ils ne montrent jamais leur vraie vulnérabilité, seulement la version idéalisée qu'ils veulent que le monde voie. Cette solitude profonde derrière la façade brillante est leur punition constante. Leur besoin de contrôler leur image publique est obsessionnel et épuisant. Ils surveillent constamment comment ils sont perçus, gérant méticuleusement leur réputation, contrôlant les récits à leur sujet. Ils passent plus de temps et d'énergie à maintenir leur image qu'à développer une substance réelle. Cette obsession transforme leur vie entière en campagne de relations publiques perpétuelles. Leur dramatisation de tout n'est pas passion authentique, mais besoin pathologique de transformer chaque expérience en performance digne d'admiration. Un petit problème devient une crise majeure. Un succès mineur devient un triomphe historique. Une émotion ordinaire devient un opéra shakespearien. Ils ne peuvent pas simplement vivre, ils doivent constamment amplifier tout pour maintenir l'intérêt de leur audience. Cette exagération constante est épuisante pour tous ceux qui les entourent. Tu ne peux jamais avoir une conversation normale ou une interaction simple. Tout doit être grand, intense, mémorable, parce que l'ordinaire est mort pour eux. Cette incapacité à exister dans la normalité crée un état de crise perpétuelle artificielle qui draine l'énergie de tous autour. Ce qui est particulièrement manipulateur, c'est qu'ils utilisent ce drama pour maintenir les gens engagés émotionnellement. Les crises constantes garantissent que l'attention reste sur eux. Si la vie devient trop calme et que les gens commencent à se concentrer sur autre chose, ils créeront automatiquement un nouveau drama pour récupérer les projecteurs. Leur intolérance à l'ennui révèle une incapacité profonde à être seuls avec eux-mêmes. Sans stimulation externe constante et audience admirative, ils s'effondrent dans un vide existentiel terrifiant. Ils doivent constamment être divertis, occupés, stimulés parce que le silence et la solitude les forcent à affronter le vide au centre de leur être. Leur compétitivité toxique transforme chaque interaction en compétition où ils doivent gagner. Ils ne peuvent pas simplement participer ou profiter, ils doivent dominer et prouver leur supériorité. Cette compétitivité s'étend même aux domaines les plus inappropriés. Ils doivent avoir souffert plus, aimé plus fort, vécu plus intensément que quiconque. Même la souffrance devient compétition qu'ils doivent gagner. Cette nécessité de gagner constamment signifie qu'ils ne peuvent jamais vraiment collaborer ou travailler en équipe de façon authentique. Chaque projet de groupe devient showcase pour leur génie individuel. Ils s'approprient le crédit de façon disproportionnée tout en minimisant les contributions des autres. Cette appropriation est si automatique qu'ils ne réalisent même pas qu'ils le font. Ce qui rend cette compétitivité particulièrement destructrice, c'est qu'ils verront leurs propres enfants, partenaires, amis proches, comme compétition. Ils peuvent être jaloux du succès de leurs propres enfants, ressentis envers leurs partenaires qui reçoivent de l'attention. Personne n'est à l'abri de leur besoin de rester suprême, même ceux qu'ils sont censés aimer le plus. Leur incapacité à admettre qu'ils ne savent pas quelque chose les pousse à inventer des connaissances et à donner des conseils autoritaires sur des sujets dont ils ne savent rien. Plutôt que d'admettre l'ignorance qui menacerait leur image d'omniscience, ils préfèrent bullshiter avec confiance. Cette fausse expertise peut causer des dommages réels quand les gens suivent leurs conseils non qualifiés. Leur générosité sélective révèle que leur apparente magnanimité est entièrement performative. Ils peuvent dépenser des fortunes pour des choses visibles, cadeaux extravagants, fêtes somptueuses, gestes publics grandioses, mais refuser de contribuer à des choses pratiques et non glamour. Ils paieront pour le champagne, mais pas pour les factures,
achèteront des cadeaux coûteux, mais ne feront pas leur part des tâches ménagères. Cette hiérarchie de ce qui mérite leur investissement révèle que seules les choses qui génèrent de l'admiration valent leur énergie. Le travail invisible et nécessaire qui maintient la vie fonctionnelle est en dessous d'eux. Ils veulent toute la gloire de la célébration sans aucune de la responsabilité de la préparation. Ce qui rend cela particulièrement frustrant pour leurs partenaires, c'est qu'ils s'attendent à recevoir du crédit même pour le minimum qu'ils font. S'ils font la vaisselle une fois, ils s'attendent à être traités comme héros domestiques pendant des semaines. Leur sens de proportionnalité est complètement déformé par leur égocentrisme. Leur étrangeté finale est qu'ils existent comme monuments vivants à l'ego, des constructions psychologiques si fragiles et élaborées qu'elles nécessitent une maintenance constante pour ne pas s'effondrer. Ils sont prisonniers de l'image qu'ils ont créée, forcés de jouer ce rôle de grandeur perpétuellement, parce qu'admettre l'illusion signifierait l'annihilation totale de leur identité. Leur fonction cosmique n'est pas d'être réellement extraordinaire, mais de nous montrer les dangers du narcissisme non contrôlé. Ils sont avertissements vivants de ce qui arrive quand l'ego devient tout, quand l'image remplace la substance, quand le besoin d'admiration consume toutes les autres valeurs. Leur existence est leçon sur pourquoi l'authenticité et l'humilité sont essentielles. Leur souffrance vient d'être piégée dans une prison dorée de leur propre création. Derrière la façade brillante se cache une personne terrifiée et seule qui ne se sent jamais vraiment vue ou aimée pour ce qu'elle est, seulement pour la performance qu'elle offre. Cette séparation entre leur vrai soi et leur persona public crée une aliénation existentielle qu'aucune quantité d'admiration ne peut guérir. Dans le vaste théâtre cosmique du zodiaque, le lion émerge comme la performance la plus élaborée et épuisante, un signe si étrange qu'il défie toute tentative de distinguer l'acteur du rôle. Son étrangeté n'est pas d'être charismatique ou confiant, mais d'exister comme façade pure, une construction si totale que même lui a oublié s'il y a quelque chose derrière le masque. Peut-être que le plus tragique du lion est que sous toute cette grandiose se cache une personne qui désire désespérément être aimée pour ce qu'elle est vraiment, mais qui ne peut jamais risquer de montrer cette vulnérabilité. Son armure de supériorité est sa prison, le protégeant du rejet, mais garantissant aussi qu'il ne connaîtra jamais l'acceptation authentique qu'il désire. Son étrangeté est son avertissement au monde. Pendant que d'autres signes luttent avec différents défauts, le lion nous montre ce qui arrive quand l'ego devient tyran absolu. Il nous rappelle que l'admiration externe ne peut jamais remplacer l'acceptation de soi authentique, que la performance n'est pas l'existence. Ce sont les showmen qui nous divertissent avec leur brillance, les leaders qui inspirent par leur confiance apparente, les créatifs qui nous donnent des spectacles magnifiques. Mais peut-être que leur vraie fonction est de nous enseigner par contraste, nous montrant que la vraie grandeur vient de l'authenticité et de l'humilité, pas de l'arrogance et de la performance. Maintenant que tu connais ces secrets sur la vraie nature du lion, tu penses toujours qu'ils sont juste charismatiques et confiants. Si tu es lion, partage cette vidéo pour que les autres comprennent enfin que ton besoin d'admiration cache une vulnérabilité profonde. Et si tu connais un lion, dis-moi en commentaire laquelle de ces caractéristiques t'a le plus surpris. Abonne-toi et active la cloche, parce que chaque signe cache des étrangetés qui vont bien au-delà de ce qu'on croit savoir sur l'astrologie. Mets un like si maintenant tu comprends pourquoi le lion est bien plus complexe et tragique que tu ne l'avais jamais imaginé.